Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Jessica Iringa. Au moment où j'avais clôturé ma vidéo, on ne savait pas ce qui était arrivé à Jessica. Je parlerai donc de sa disparition et malheureusement de ce qui y est arrivé. Jessica a disparu de la station-service Exxon où elle travaillait tard à Norton Shore, Michigan, États-Unis, le 26 avril 2013. Jessica est née le 16 juillet 1987. C'est une mère de 25 ans. Son fils, Sevin, n'avait que 3 ans lorsqu'elle a disparu. La famille de Jessica a déclaré qu'elle aimait par-dessus tout son fils et qu'elle voulait travailler dur pour donner à Sevin une vie meilleure. Jessica était fiancée au père de Sevin, un homme nommé Dakota. Elle espérait retourner à l'université pour étudier la comptabilité. Afin de subvenir aux besoins de son fils, elle a travaillé comme commis à la station ExxonMobil sur Steinberg Road, à Norton Shore, Michigan. Elle travaillait normalement le quart de nuit. La station-service fermait normalement à 23h30. Jessica a été décrite comme étant très populaire auprès de ses clients et de nombreux habitués n'entraient pas dans le magasin à moins qu'elle ne travaille. La station-service a fermé à 23h30 et Jessica était en train de nettoyer lorsque son dernier client est arrivé vers 22h55. Il a acheté un briquet et il est reparti. Un client régulier du nom de Greg Abster s'est arrêté à la station-service à 23h07 pour acheter de l'essence. Il a déclaré qu'il payait généralement en espèces et qu'il devait rentrer dans la station-service. Il a dit qu'il était entré et avait appelé Jessica, qui était habituellement à la caisse. Il a dit par la suite qu'il était allé dans la petite pièce voir si elle y était, mais il ne l'a pas vue. Il réalisa que quelque chose n'allait pas quand il vit le sac à main de Jessica et le registre légèrement ouvert. Craig a appelé immédiatement le 911 et la police est arrivée peu de temps après. Le détective Michael Kasher, avec son coéquipier de Norton Shore, est arrivé à la station-service. Il a rencontré Craig et un gérant de magasin a également été appelé. Elle s'appelait Sue Fallow et lorsqu'elle est arrivée, elle a fait remarquer que Jessica n'avait pas fermé sa caisse ni pris son sac à main. Elle a déclaré également à la police qu'elle et son mari étaient passés à moto devant la station-service vers 23h. Elle a dit qu'ils ont vu une mini-fourgonnette argentée rouler derrière, dans la zone où se rendent habituellement les camions de livraison. Elle a déclaré qu'il n'avait jamais eu de livraison aussi tard. Alors, elle et son mari sont allés voir de plus près. Elle a déclaré ensuite qu'ils ont vu un homme marcher jusqu'à l'arrière de la camionnette, fermer la porte arrière, l'ouvrir à nouveau et la refermer très vite. Ils ont regardé l'homme partir et ont pu bien voir la mini-fourgonnette et le visage de l'homme. Sue a décrit la camionnette comme une Chrysler Town & Country argentée et a déclaré que l'homme avait des cheveux blonds. Elle a accepté de rencontrer un dessinateur pour créer un croquis composite. Le détective Kasher a également demandé s'il pouvait regarder les images de vidéosurveillance et Sue a dit qu'il n'en avait pas. Laissés sur les lieux de l'enlèvement apparent, les enquêteurs ont trouvé la voiture et la veste de Jessica, ainsi que ses cigarettes et son sac à main, avec une grosse somme d'argent. Ils ont également localisé des gouttes de sang à l'extérieur de la station-service, dont l'analyse ADN ultérieure a correspondu positivement à Jessica. De plus, des pièces d'une arme à feu ont été découvertes à proximité du sang. La chronologie de la disparition. Ce qui suit est basé sur des témoignages oculaires et des témoignages de la police lors d'audiences judiciaires. 25 avril 2013. Une cliente qui fréquentait la station-service a vu Jessica travailler tard le soir et lui a fait remarquer qu'elle ne devait pas être là toute seule à une heure aussi tardive et que son petit ami devrait au moins l'accompagner. Elle a rapporté qu'un homme qui avait entendu la conversation des femmes était alors intervenu. Il y aurait dit « Elle a aussi ses clients qui veillent sur elle.
C'est là que Jessica a en quelque sorte secoué la tête et a commencé à frissonner, comme si un frisson lui avait parcouru la colonne vertébrale ou quelque chose du genre. De plus, la cliente a affirmé que Jessica n'était pas elle-même et qu'il semblait que quelque chose n'allait pas. Alors elle s'est garée à l'extérieur de la station-service jusqu'à sa fermeture. Elle a observé l'homme étrange partir cette nuit-là. 26 avril 2013, 22h55, la dernière transaction, un briquet a été enregistré sur le registre de Jessica. 23h, une responsable d'Exxon et son mari sont passés devant la station pour trouver un homme agissant de manière suspecte. Ils l'ont observé ouvrir et fermer à plusieurs reprises le haillon arrière de sa fourgonnette argentée. Puis, ils l'ont vu s'éloigner. Ils ont ensuite décrit l'homme, son comportement et son véhicule à la police. 23h02, 23h05, une Chrysler Tone Country argentée correspondant à la description a été capturée par les caméras de surveillance de 3 autres entreprises qui s'éloignaient à toute vitesse de la station-service. « 23h10. Un homme s'est arrêté à la station et a tenté de payer l'essence, en liquide. Cependant, étant incapable de trouver Jessica n'importe où dans le magasin, il a appelé le 911. 23h25. La police est arrivée à la station-service. En plus des affaires de Jessica, ils ont trouvé des accessoires pour une arme à feu, près d'une mare de sang, à l'extérieur de la station. Ils ont exclu le vol dès qu'ils ont découvert qu'il restait plus de 400 € en espèces. Alors excusez-moi, c'est pas 400 €, c'est 400 $, dans le portefeuille de Jessica et qu'aucun argent ne manquait dans le registre de la station. Environ 1 heure plus tard, un policier K9 a fouillé les environs immédiatement mais n'a rien trouvé. Le premier suspect pour les policiers, c'est Dakota, le fiancé de Jessica. Mais Dakota déclara qu'il était avec son fils toute la soirée. Il a également dit qu'il n'avait pas de voiture. La police a examiné les relevés téléphoniques de Dakota et cela a prouvé qu'il était en fait toute la nuit et toute la soirée chez lui. Il a été retiré des suspects définitivement. Le croquis a été publié environ 3 jours après la disparition de Jessica. Le croquis était très générique et la police a reçu des milliers de témoignages, de nombreuses personnes disant connaître la personne de ce croquis. Les témoignages n'ont pas conduit à un suspect. La police a parlé avec les amis et la famille de Jessica et on leur a dit que les amis de Jessica lui rendaient souvent visite. Elle a eu de nombreuses visites d'amis pour la plupart masculins. Et la sœur de Jessica a dit que Jessica était très amicale et que beaucoup de ces hommes avaient eu une mauvaise idée à cause de cela. Un homme est tombé amoureux de Jessica. Il s'appelait Jeff Amorman. C'était un entrepreneur en plomberie de 37 ans, qui était également marié. Il a dit à la police qu'il s'était rendu au poste vers 21h30 le soir de sa disparition. Il a dit à la police qu'il avait avoué à Jessica qu'il l'aimait et qu'il voulait divorcer de sa femme pour elle. Jessica l'aurait repoussé et du coup, l'homme serait parti. Il a également déclaré à la police qu'après avoir quitté le poste, il s'est rendu sur un parking, s'est assis dans sa voiture et a parlé à sa femme pendant 1 heure. La police a obtenu les images de vidéosurveillance et effectivement, il était bien dans sa voiture et il est resté au téléphone environ 54 minutes. Cependant, le détective cacheur avait toujours des soupçons. Il a interrogé sa femme et elle lui a dit qu'elle était au courant, qu'il avait des sentiments pour Jessica et qu'elle était d'accord. Le détective cacheur ne l'a pas cru et a demandé qu'elle et lui entrent et passent des tests polygraphes. Les résultats n'ont jamais été rendus publics pour des raisons juridiques. Le suspect suivant était Rob Fallow, alias le frère de Sue Fallow. Rob a déclaré qu'il était entré dans la station-service vers 21h pour acheter des cigarettes, en route pour un voyage de pêche. Il a également déclaré à la police qu'1 mois avant la disparition de Jessica, elle lui avait confié ses problèmes familiaux.
Rob a même proposé de l'emmener avec lui à la pêche, mais elle a refusé. La police a examiné l'alibi de Rob et il a été exclu des suspects. Il se trouvait à 40 km lors de son voyage de pêche et n'était resté à la station que quelques minutes cette nuit-là. En février 2014, un an après la disparition de Jessica, un détective de la police de Kalamazoo a contacté le détective Kasher. Ce détective a découvert un autre cas d'enlèvement. Il y avait eu une jeune femme marchant vers la maison de ce petit ami à Kalamazoo et elle a été attrapée par derrière et enlevée. Le ravisseur l'avait retenue en captivité et l'avait agressée sexuellement pendant des heures. Il lui avait dit à plusieurs reprises qu'il allait la tuer, mais il l'a finalement laissée partir. Le nom du suspect était Bran Allen Mason. Il avait de longs antécédents criminels et a passé du temps en prison en 2004 pour enlèvement et agression sexuelle. Il avait également passé du temps en prison en 2011 pour outrage à la pudeur. Il avait également vécu dans une maison de transition, juste en bas de la route de la station-service Exxon, à Norton Shore. La police se rendant sur place, chez Mason, et lorsqu'ils se sont approchés de sa maison, il tenait un pistolet. La police ne savait pas vraiment que c'était un faux, et Mason a été abattu pour avoir refusé de rendre son arme. Le détective Cole pensait que ces affaires étaient liées parce que la victime de Mason ressemblait beaucoup à Jessica. Elles avaient toutes les deux les cheveux blonds, étaient petites et portaient des lunettes. Quelques années plus tard, il s'est avéré que Bran Allen Mason n'était pas impliqué dans la disparition de Jessica. Il faudra encore plusieurs années avant qu'il y ait des réponses dans ce cas de disparition. Le 20 septembre 2016, Jeffrey Thomas Willis, un ancien ouvrier d'usine précédemment incarcéré à la prison du comté de Muskegon pour d'autres crimes, dont un homicide, a été inculpé par le bureau du procureur du comté de Muskegon de l'enlèvement et du meurtre de Jessica. Willis était un client régulier de la station-service. Il correspondait également au croquis que la police avait fait. Il était avec elle la nuit de sa disparition et sa fourgonnette correspondait à la description d'un témoin sur les lieux du crime et filmé par des caméras de sécurité s'éloignant à toute vitesse de son lieu de travail à peu près au moment où elle a disparu. Ses collègues ont dit à la police qu'il devait travailler cette nuit-là, mais qu'il n'était jamais arrivé et qu'il ne s'était pas présenté au travail dans les jours qui ont suivi. La police a perquisitionné son domicile. Ils ont trouvé des photos de Jessica dans un dossier intitulé Vic sur son ordinateur. La police a également recherché le corps de Jessica près du domicile de Willis, après qu'un témoin ait téléphoné à la police le 17 juin 2016. Mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé. La police avait précédemment fait des recherches autour d'une cabane à Mancelona, appartenant à un ami de Willis le 20 mai 2016, mais ils n'avaient rien trouvé. Peu de temps après la disparition de Jessica, un résident local a vu Willis sur la propriété de Mancelona sortir des bois avec une pelle. Le 13 décembre 2016, un juge du comté de Muskegon a décidé que Willis serait jugé pour meurtre et enlèvement dans l'affaire de Jessica. Le juge a décidé qu'il y avait suffisamment de preuves pour demander un procès, après 4 jours de témoignages lors de l'enquête préliminaire. Le juge Raymond Korczewska a noté des preuves telles que le dossier sur l'ordinateur de Willis intitulé Vic, peut-être l'abréviation de victime, qui, selon les procureurs, comprenait un sous-dossier intitulé avec ses initiales, des photos de Jessica et la date de sa disparition. Ils ont également trouvé des vidéos pornographiques de nécrophilie et de meurtres téléchargés sur Internet, dont certaines étaient simulées et d'autres réelles. Le procès pour le meurtre de Jessica a eu lieu en mai 2018. Après 1h30 de délibération, le jury a déclaré Willis coupable de l'enlèvement et du meurtre de Jessica. Le 16 mai 2018, il a été condamné à perpétuité sans libération conditionnelle, malgré que le corps de Jessica n'a jamais été retrouvé. Le 25 mai 2016,
Willis a été accusé du meurtre de Rebecca Sue Bletch, une joggeuse de 36 ans, dont le corps a été retrouvé avec 3 balles dans la tête près de son domicile dans le canton de Dalton, le 29 juin 2014. Des douilles ont été retrouvées près de son corps, correspondant à une arme à feu trouvée dans la fourgonnette de Willis, où la police a également trouvé des photos troublantes de femmes ligotées et bâillonnées, des menottes, des chaînes, des cordes et des seringues, dont une contenant un liquide identifié plus tard comme un puissant sédatif. Un autre sous-dossier trouvé à l'intérieur du dossier Vic, sur l'ordinateur de Willis, contenait des photos de Rebecca. La sélection du jury pour le procès pour meurtre de Rebecca a commencé le 17 octobre 2017. Un Jeffrey Willis impitoyable sans remords a été reconnu coupable de meurtre au premier degré dans la mort de Rebecca et d'utilisation d'une arme à feu dans la commission d'un crime. Il a été condamné à perpétuité sans libération conditionnelle 6 semaines plus tard. La loi Rebecca Bletch. Le 9 mars 2018, la Chambre des représentants du Michigan a adopté un projet de loi qui obligera les accusés condamnés à écouter les déclarations d'impact des victimes lors de la détermination de la peine. Ce qui a été inspiré par le refus de Willis de le faire après le procès de Rebecca. Elle a été adoptée par le Sénat du Michigan le 10 mai 2018. Le gouverneur du Michigan, Rick Snyder, l'a promulguée le 24 mai 2018. Elle est officiellement connue sous le nom de la loi Rebecca Bletch. Autre charge qui pèse sur Willis. Willis est également accusé de la tentative d'enlèvement d'une jeune fille anonyme de 16 ans dans le comté de Lecanton le 16 avril 2016. Elle s'est perdue après avoir quitté une fête et Willis l'a approchée dans sa camionnette avec une offre de la laisser utiliser son téléphone. Il a assisté pour qu'elle monte dans la voiture pour utiliser son téléphone. Une fois à l'intérieur de la voiture, il a verrouillé toutes les portes et a sorti une arme à feu. Mais elle a réussi à s'échapper avec des blessures mineures après avoir dit qu'elle ne pouvait pas respirer et elle l'a convaincu d'ouvrir sa fenêtre. Willis a également été accusé de production et de possession de pornographie juvénile, après que la police a trouvé des vidéos de 2 filles nues qui avaient 14 ans à l'époque sur son ordinateur. Il vivait à côté des filles en mars 2011, dans le canton de Friedland, et les a enregistrées à leur insu alors qu'elles utilisaient sa salle de bain. Autre crime présumé. Willis est un suspect dans le meurtre non résolu d'Angela Marie Thornburg, élève de 15 ans au lycée Fruitport, dont le corps partiellement vêtu a été retrouvé par un chasseur le 17 octobre 1996, dans les bois près de la L96 à Fruitport. Elle avait disparu en septembre 1987. Elle avait d'abord été considérée comme une fugueuse, mais des observations d'elle ont été signalées peu de temps après. Les rapports de l'époque indiquaient qu'elle avait couru par la porte arrière de la maison de son petit ami, lorsque sa mère était venue la chercher. Willis est diplômé du même lycée en 1988 et a travaillé comme concierge sur le district scolaire de 1998 à 1999. Avant d'être licencié pour avoir regardé de la pornographie sur un ordinateur destiné aux élèves d'une école primaire. Le cas Kevin Bloom. Le 21 juin 2016, le cousin de Willis, Kevin, un ancien gardien de prison du Michigan Department of Correction, a été accusé d'avoir menti à un policier lors d'une enquête sur un crime violent, après avoir donné à la police des informations sur la disparition de Jessica, qui n'ont pas été rendues publiques, mais qui plus tard ont été rétractées. Il a été accusé du même crime dans le cadre de l'affaire de Rebecca. Kevin a plaidé coupable aux 2 chefs d'accusation le 26 août 2016. Kevin a également été accusé d'être complice après coup lorsqu'il a admis aux enquêteurs avoir vu Willis avec le corps de Jessica et l'a aidé à l'enterrer après qu'elle ait été agressée sexuellement. Kevin a déclaré que Willis l'avait appelé le lendemain de la disparition de Jessica et lui avait dit qu'il avait une femme et qu'il y avait une fête.
Kevin a déclaré à la police qu'il avait vu Jessica avec une blessure évidente à la tête, face contre terre, main tendue et attachée. Elle était nue et ne bougeait pas. Il a également déclaré à la police qu'il savait que son cousin avait suivi et observé Jessica et qu'il l'avait frappée, ce qui lui a fait perdre connaissance, pour la faire monter dans sa camionnette. C'est là qu'il l'aurait agressée sexuellement avec des jouets et malheureusement il l'aurait torturée. Il a dit aux enquêteurs que lui et Willis avaient enveloppé Jessica dans un drap et l'avaient conduite dans une zone de Sheridan Road, près de Lackenton Road, où Willis avait déjà placé des pelles et l'avait enterrée dans un trou qui avait déjà été creusé. Kevin a été suspendu sans salaire de son travail en tant que sergent au West Shoreline Correctional Facility, une prison d'État, à Muskegon, Maine, le 27 novembre 2017. Kevin n'a pas contesté le fait d'être complice après coup pour avoir aidé Willis à se débarrasser du corps de Jessica et a été condamné le 9 janvier 2018, condamné à plus de 5 ans de probation et à porter une attache GPS pendant au moins 1 an. La loi de Jessica. Le 9 décembre 2013, un projet de loi de la Chambre des représentants du Michigan a été annoncé, intitulé Jessica Iringa Act. Le projet de loi oblige les stations-service et les dépanneurs ouverts entre 23h et 5h du matin à installer et à entretenir un système de caméras de sécurité ou avoir au moins 2 employés au poste pendant ces heures. Le projet de loi établirait une amende civile d'au moins $200 pour chaque infraction. Les entreprises exclues de la loi de Jessica comprennent les hôtels, les tavernes, les restaurants, les pharmacies, les épiceries, les supermarchés. Au 11 mars 2020, le projet de loi n'avait pas été adopté par la législature du Michigan. Les propriétaires de petites entreprises s'inquiètent des coûts associés à l'installation de caméras de surveillance ou à l'embauche de personnel supplémentaire. En novembre 2014, Shelley Iringa, la mère de Jessica, s'est rendue au Capitole de l'État du Michigan, à Lansing, pour parler avec les législateurs de l'État concernant la loi de Jessica. Elle déclara « Si vous avez une fille, une sœur, Dieu merci, elles sont toujours avec vous. » Le propriétaire de la station-service où travaillait Jessica, qui n'avait pas de système de caméra de surveillance au moment de sa disparition, en a depuis fait installé une. Malheureusement, le corps de Jessica n'a jamais été retrouvé. Sa famille garde espoir qu'elle soit toujours en vie. C'est la fin de cette triste histoire, encore un enfant qui sera sans sa mère. Je souhaite énormément de courage à toute cette famille et j'espère qu'un jour Jessica sera retrouvée. Pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et très bonne soirée.